Nous y sommes sur la radio de toute l'actualité RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue-Ménage qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Ali Mouba, deux experts électoraux, Ousmane Badiane, chargé des élections de la LD, la Ligue démocratique et plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle. Merci Ousmane Badiane d'être venu. Merci Binta pour cette invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir de venir à la RFM. Merci. Je salue vos auditeurs et je salue mon jeune frère expert Ndiaga Sylla. Ndiaga Sylla, vous l'avez dit, expert électoral. Bonjour Ndiaga et merci d'être venu également. Merci Binta. Bonjour au doyen Ousmane. Bonjour à toi et bonjour aux auditeurs de la RFM qui nous écoutent. L'actualité marquée, Ousmane Badiane, par la caution qui a été fixée à 20 millions de francs CFA, 10 millions pour les municipales et 10 millions pour les départementales. Une décision du ministre de l'Intérieur qui semble diviser les acteurs politiques, Ousmane Badiane. Oui, c'est une décision qui semble diviser les acteurs politiques, mais je crois que le ministère est dans son rôle, puisque c'est la loi électorale qui lui donne la possibilité de pouvoir convoquer les acteurs électoraux 150 jours avant le scrutin pour discuter, recueillir leur avis sur la caution. Cette réunion s'est tenue à Ngor-Garama, ça s'est très bien passé. Il y avait tous les acteurs politiques, c'est même de l'opposition qui n'est pas toujours présente. Donc le ministre a recueilli l'avis de tous les acteurs, moi j'étais là-bas. Bon, les propositions variaient entre 1 franc symbolique et 20 millions. C'était les deux extrêmes. Donc, il a pris note de tout ça, il a entendu tout le monde. Et maintenant, la loi dit qu'après, il doit se concerter, lui, avec ses partisans, avec son cabinet, pour donc pouvoir déterminer en toute souveraineté le montant de la caution. Donc, c'est ça qui s'est passé le 3, puisqu'il ne pouvait pas dépasser le 3. Et il a fixé le montant qui lui semble raisonnable, lui. Ndiaga Sylla, c'est pour la première fois qu'une caution a été arrêtée pour des élections locales, pour, dit-on, dissuader les candidatures fantaisistes. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens beaucoup plus dissuasifs, autres que l'argent, pour quand même dissuader les fantaisistes? Oui, Binta, vous-même vous l'avez évoqué. C'est la première fois que le montant du cautionnement soit prévu justement pour les élections locales. Comme d'ailleurs le parrainage, je pense que le souci du législateur pour n'avoir pas dans le passé prévu le cautionnement, c'était en droite ligne à l'esprit en fait de la décentralisation qui, comme nous le savons, promeut la participation citoyenne à travers plusieurs niveaux, à travers l'expression libre du suffrage, à travers leur possibilité de compétir pour être candidat, mais aussi en troisième lieu, en étant élu, en participant justement dans la marche des collectivités locales et dans le contrôle. C'est pourquoi d'ailleurs, fort de cette disposition, la révision constitutionnelle de 2016 avait justement généralisé les candidatures indépendantes. Parce que jusque-là, les candidatures indépendantes n'étaient pas autorisées justement à participer aux élections donc locales. Maintenant, dans ce contexte-là, quand même, il ne me semble pas judicieux, au moment où on a institué aussi le parrainage intégral, c'est-à-dire que les indépendants devront aussi justement se soumettre aux contraintes du parrainage, ce qui déjà semble être un filtre démocratique. Donc pour moi, c'est en rajouter que de vouloir effectivement donc fixer un cautionnement. Même si moi, je n'ai pas de problème sur le montant global, mais ce qui me semble disproportionné, c'est le fait justement qu'on ait décidé d'un montant unique à verser par quelqu'un ou une liste ou une organisation politique, une coalition ou une anti-indépendante qui décide de se présenter seulement dans une commune, il verse 10 millions, comme aussi une coalition ou un parti qui décide de faire acte de candidature dans les 557 communes, il verse le même montant. Alors c'est pourquoi je pense qu'on aurait pu justement définir, en fait, donc choisir des tranches en fonction du nombre justement de collectivités territoriales dans laquelle on souhaite faire acte de candidature. Il est vrai que nous avions pris part à la rencontre, mais malheureusement, en tant que représentants de la société civile, nous n'avons pas pu justement
donc d'émettre un avis, parce que le ministre devait recueillir l'avis des partis et des coalitions, de même que les entités indépendantes, mais nous aurions bien, si on nous l'avait permis, justement, avoir l'opportunité justement donc d'émettre cette proposition-là, qui consiste simplement à dire, par exemple, pour une tranche d'une commune à 10, on dit par exemple 1 million à verser, de 11 communes à 50, on verse 3 millions, de 51 communes à 100, on verse par exemple 5 millions, et on dit maintenant comme troisième tranche, c'est par exemple une entité qui décide de se présenter dans plus de 100 collectivités locales, par exemple, qu'on puisse justement lui permettre de verser 10 millions. Oui. Surtout d'ailleurs que l'expérience a montré, je parle tout sous le contrôle de Ousmane Badiane, depuis la coalition, les grandes coalitions politiques, à partir des élections locales de 2002, où il y avait le CPC, ensuite en 2009, la coalition Benno Siggil Sénégal, en général, c'est seulement 2 coalitions de partis politiques qui ont la possibilité d'être présentes dans plus de 100 collectivités territoriales. Donc, pour dire simplement que notre souhait est que même si nous devons tenir compte de la nécessité de rationaliser les candidatures, tout de même, il fallait permettre justement aux entités indépendantes, surtout aux citoyens, de s'organiser dans leur commune et de participer. Oui, en fait, donc, vous évoquez quelque chose de très important, Ousmane Badiane. Ndiaga Sylla parle d'une rupture d'égalité. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur était pris dans les délais. Est-ce qu'il y a possibilité pour que le ministre puisse revenir sur sa décision de 20 millions, puisqu'il y a le dialogue politique où l'on doit discuter de tout cela? Oui. Bon, je comprends les préoccupations de Ndiaga Sylla, mais il faut dire que aujourd'hui, nous avons quand même un système de plus en plus complexe. Pourquoi? Au Sénégal, avant, seuls les partis politiques légalement constitués pouvaient participer aux élections, puisque c'est eux qui avaient la possibilité de concourir à l'expression des suffrages. Ensuite, on a élargi aux partis et aux coalitions. Ensuite, on a élargi aux partis, aux coalitions et aux candidats indépendants, mais pour certaines élections seulement. Et en 2017, on a élargi pour les candidats indépendants pour tous les types d'élections. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Sénégalais sur 3 peut-être peut être candidat, parce que la définition du candidat indépendant, c'est quoi? C'est celui qui n'a jamais milité dans un parti politique, ou celui qui a quitté son parti au moins depuis 2 ans. Mais aussi, on sait que la plupart des Sénégalais ne sont pas dans les partis. Et à la lumière de l'expérience de 2014, il y avait 2709 listes sur toute l'étendue du territoire. C'est que nous, on n'a pas tellement senti des difficultés parce qu'on n'organise pas les élections. Mais le ministère, lui qui organisait les élections, s'était retrouvé devant d'énormes difficultés. Et puisque aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, il faut dire que nous avons 2 ordres de collectivités locales, la commune et le département. Oui. Si aujourd'hui on devait faire ce que Ndiaga dit, faire des trucs proportionnés par rapport à la taille de la population, mais ce serait compliqué. Nous avons 557 communes. Toutes les 372 communes rurales qui ont été transformées en communes de plein exercice. Je crois que le ministère a voulu simplement uniformiser pour simplifier les procédures. Donc, il ne peut plus revenir sur sa décision? Non, il peut revenir sur sa décision. Les acteurs sont en train de discuter de toutes les questions relatives au processus électoral. Et il est dit que si les acteurs parviennent à des consensus, le protocole additionnel de la CEDEAO dit que au moins 6 mois avant, on ne doit pas modifier de façon unilatérale. Mais si les acteurs parviennent à un consensus, on peut modifier la loi électorale. Oui. Lui-même, il est d'accord pour modifier la loi électorale si les acteurs parviennent à un consensus. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Les acteurs sont en train de discuter. Et lui, il n'est pas encore, lié par la discussion qui se passe, c'est ça, au niveau des acteurs. C'est pourquoi lui, il est dans son rôle. Il est dans son rôle par rapport à ce que la loi dit, qu'il faut faire ceci, il faut faire ceci, comme si les élections allaient avoir lieu, et il est obligé de le faire, parce que s'il ne le fait pas, c'est lui qui va se trouver dans une situation où il fera l'objet de critiques. Absolument. Alors, Ndiaga Sylla, il est dit qu'au Sénégal, les élections coûtent de plus en plus cher. La caution à la présidentielle a été fixée à 35 millions de francs CFA. Les législatives, 15 millions. Maintenant, pour les locales, c'est 20 millions de francs CFA. Est-ce que nous ne tendons pas vers une démocratie censitaire au Sénégal? D'autant plus d'ailleurs que nous sommes dans un pays où
malgré la dernière révision, pas la dernière, la révision constitutionnelle de 2016, qui a énoncé le principe du financement public direct des partis, il n'existe pas encore de loi spécifique relative justement à ce financement-là. Alors que dans d'autres pays, justement, les partis politiques bénéficient depuis plusieurs décennies en fait, donc, d'un financement direct. Alors qu'ici, en fait, il s'agit juste d'un financement indirect à travers peut-être la prise en charge d'un certain nombre de documents, par exemple pour ce qui concerne en fait, les matériels de propagande. Mais pour dire simplement que pour ce qui concerne le cautionnement, aucun franc du cautionnement n'est utilisé pour contribuer à l'organisation des élections. Le Sénégal, c'est l'État qui a en charge la totalité des dépenses liées à la préparation et à l'organisation des élections. D'autant plus d'ailleurs que même le cautionnement qui est versé par les partis, les listes de candidats, il est remboursé dans certains cas. Par exemple, lorsque une liste qui se présente dans plusieurs communes obtient au moins un élu par circonscription, on lui rembourse la caution. Lorsqu'on décide de se présenter dans une commune, c'est ce que dit la loi, il va falloir obtenir au moins 5 élus au niveau du conseil municipal pour prétendre au remboursement. Même si, en fait, le même système aussi est prévu pour ce qui concerne, avec quelques variantes, pour ce qui concerne les élections départementales. Donc, pour dire simplement que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes pour la rationalisation du système partisan. C'est pourquoi, d'ailleurs, récemment, lorsque certains avaient proposé, notamment l'Union européenne, la suppression du parrainage pour ce qui concerne justement les locales, j'ai dit qu'au moment où on s'achemine vers justement la participation des indépendants à tous les élections, donc pour la première fois aux élections locales, il ne me semblait pas judicieux de supprimer justement le parrainage. À la limite, il fallait justement peut-être rationaliser ou moderniser en fait donc le système de collecte et de transmission et de validation justement donc de ces parrains-là. Mais nous pensons que les élections locales ont une particularité. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que pour ce qui concerne la présidentielle, comme pour les législatives, il n'y a que le candidat au scrutin qui peut justement contester la régularité des élections. Mais pour ce qui concerne, et Ousmane Bayane le sait bien, pour ce qui concerne les élections locales, aussi bien le candidat que même tout électeur de la circonscription a la latitude de contester justement devant les juridictions compétentes la régularité des élections. Pour dire simplement que l'esprit, c'est que c'est avant tout une affaire de citoyens. Donc si, dès le départ maintenant, on pose des obstacles, d'abord le parrainage contraignant, mais aussi justement la caution élevée, je pense que quand même c'est ça qui n'est pas raisonnable. Parce que en vérité, vous imaginez dans une petite commune où des citoyens s'organisent librement pour participer et on leur demande 10 millions. Je pense que véritablement, on aurait dû moduler en fait donc ce montant-là, en dehors maintenant de l'équivoque qu'il y a eu justement sur le texte, parce que certains ont pensé qu'en fait il fallait verser, vous-même vous avez dû suivre, il fallait verser 10 millions dans chaque commune où on décide de faire acte de candidature. C'est ce que n'a pas manqué d'ailleurs de souligner, je l'ai entendu, le professeur Amsatou Sow Sidibé, un bon juriste, mais je pense que il y a dans le code électoral la notion de liste qui est consacrée pour ce qui concerne les élections départementales, plutôt les élections législatives et les élections municipales. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans le cadre, puisque c'est une première, dans le cadre de l'application en fait donc du cautionnement, on aurait pu prendre en fait donc des concepts beaucoup plus clairs, dire simplement par exemple que chaque parti politique, coalition de partis politiques ou entité regroupant des personnes indépendantes doit verser 10 millions, quel que soit, par exemple, et on ajoute le reste. Mais si on dit, par exemple, par liste, quel que soit, la liste doit verser donc la caution, quel que soit en fait donc le nombre de listes présentées, alors qu'on présente la liste dans chaque justement circonscription, ça peut prêter à équivoque, mais de toute manière, nous savons que l'esprit, en fait, c'est que c'est un montant unique qu'il faut verser pour participer aux élections donc départementales d'une part et d'autre part aux élections donc municipales. Maintenant, je voudrais finir parce que Ousmane Badiane a parlé tout à l'heure du statut des indépendants. Ça me pousse d'ailleurs à dire, puisque vous êtes au dialogue, c'est l'occasion justement de revoir, parce qu'en fait, ça a été un manquement. Au niveau des articles L42 et je pense sont pendant pour les municipales, L172 si je me trompe, on a dit qu'en cas de contestation, on saisit le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent
nullement en matière justement d'élection locale. Donc il va falloir rectifier pour justement saisir le cas échéant en fait donc la cour d'appel de ressort qui est compétente en matière donc de gestion du contentieux des élections locales. Alors Ousmane, au-delà du filtre cautionnement, il y a également le filtre du parrainage qui a été consacré. Pour les locales, on parle de parrainage par liste. Que faut-il comprendre par parrainage par liste? Oui, c'est vrai que la façon dont l'arrêté du ministre est rédigé suscite des interprétations parce que les gens en ont une compréhension différente. Mais je crois que ce que le ministère a voulu faire simplement, c'est faciliter les procédures et les conditions de participation pour tous ceux qui veulent participer à ces élections. C'est pourquoi il s'agit de faire en sorte que dans un département, au Sénégal, il y a 45 départements. Oui. Quelqu'un qui verse 10 millions peut compétir dans un seul département ou dans les 45 départements. S'il verse la totalité des 10 millions. C'est la même chose pour les communes. Il y a 557 communes. Celui qui verse 10 millions peut participer dans une seule commune ou dans l'ensemble des communes. Donc je crois que quand même c'est une procédure qui simplifie. Maintenant, le problème qui est posé, on a parlé de la caution, on a parlé du parrainage. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est devenu indispensable même. C'est le fonctionnement de notre démocratie qui fait que si aujourd'hui il n'y a pas de filtre opérant, il sera plus possible d'organiser des élections, c'est ça. Puisque la tendance qu'on constate depuis un certain temps, c'est une hausse, une inflation constante des listes et des candidats. Regardez ce qui s'est passé à la présidentielle. Avant, pour dire que l'argent n'est pas un moyen pour retenir les gens, oui. En 2012, la caution était combien? 65 millions. Mais il y avait 14 candidats. Mais par la suite, tu as vu, quand on a baissé la caution aussi, aux élections suivantes aussi, vous avez vu aussi le nombre de candidats. Donc, il n'y avait que 5 quand même. Il n'y avait que 5 candidats. Oui, il y avait que 5. Oui, parce qu'il y avait le parrainage. Puisque là, il y avait le parrainage qui est opéré comme un filtre. Mais s'il y avait le parrainage, au début, quand on a demandé aux Sénégalais qui veulent participer à l'élection, mais 139 Sénégalais étaient partis retirer les listes pour participer. Oui. 139, vous imaginez, s'il n'y avait pas le filtre du parrainage, je ne pense pas que ceux qui sont partis, c'est pour plaisanter quand même. On ne plaisante pas avec l'élection présidentielle. Je crois qu'ils avaient l'intention réellement de participer. Et dans ce cas-là, ce serait absolument impossible d'organiser dans notre système électoral. C'est ce qui s'est passé avec les législatives. Vous avez vu les difficultés avec les 47 listes. Le ministre a rencontré d'énormes difficultés, le ministère, pour organiser les élections. Et s'il n'y avait pas des modifications proposées pour permettre aux Sénégalais de prendre au moins 5 listes seulement, il n'y aurait pas d'élection, puisqu'il y a une ONG qui a fait quand même des simulations très intéressantes. Ils ont pris simplement la moitié du corps électoral, 300, et ils ont fait des simulations. Les gens sont mis en queue pour voter en prenant chacun par la liste, un bulletin, le mettre dans l'urne, faire toute la procédure électorale. Oui. Mais pour 300 candidats seulement, alors que nous, dans le code, c'est 600 par électeur, on s'est retrouvé avec 20 heures de vote. 20 heures de vote, on ne peut pas voter au Sénégal avec l'actuel code. Alors, parce que l'élection ne dure de 8h à 18h. Oui. Ça veut dire qu'on est obligé de voter pendant 2 jours ou 3 jours. Alors, Ndiaga Sylla, est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais ce qu'il faut comprendre par parrainage par liste, parrainage de liste plutôt, parce qu'à la présidentielle, c'était un parrainage citoyen où il fallait parrainer un seul candidat. Et pour les locales, ça va se passer comment? Alors, pour ce qui concerne les élections locales, c'est à peu près le même système, oui. Avec peut-être quelques variantes au niveau du nombre de parrains à recueillir. Pour ce qui concerne les élections municipales, il faut recueillir entre 1% et 1,5% des électeurs justement inscrits au niveau de la collectivité territoriale. Pour ce qui concerne les élections départementales, il faut recueillir entre 1% et 1,5%. De parrain, voilà. Déjà, l'arrêté, parce que le ministre, en fait, en signant l'arrêté portant fixation du cautionnement, conformément à la loi, il a aussi signé un autre arrêté portant justement fixation du modèle de collecte des parrainages et des autres modalités, et justement faisant la répartition du nombre d'électeurs
coïncidant avec ces différents pourcentages donc requis pour participer aux élections municipales d'une part et d'autre part aux élections donc départementales. Maintenant, il y a aussi une autre exigence parce qu'il ne s'agit pas pour les élections départementales de recueillir seulement 1 à 1,5%. Il faut que ce nombre soit réparti dans la moitié, au moins des communes constitutives du département, à raison de 1,5% par commune. Et à ce niveau-là, même en venant, j'ai parcouru en fait donc l'arrêté. Il me semble que même au niveau de l'article 7, alinéa 2, il y a une équivoque parce que quand on dit que demande en fait donc à recourir justement à l'annexe portant détermination en fait donc du nombre d'électeurs requis par commune, c'est comme si en fait le 1,5 est déterminé sur la base en fait donc du nombre d'électeurs par commune. Or, c'est sur la base, c'est les 1 à 1,5% qui peut, par exemple, coïncider à 2000. Alors, c'est ce nombre-là qui doit être réparti de telle sorte que dans la moitié des communes constitutives, qu'on puisse justement avoir ce nombre-là. Mais tel que c'est dit, j'ai l'impression en réalité qu'on voudrait justement recueillir 1,5% de chaque commune, alors qu'en réalité il s'agit de 1,5% justement du nombre en fait donc requis, total requis en fait. C'est un peu comme pour ce qui concerne la présidentielle, parce que pour la présidentielle on doit recueillir, ça équivaut à 0,80 à 1%. C'est 53 000 à 60, un peu plus de 60 000, 65 000, mais avec l'exigence d'avoir dans la moitié, dans cette région, au moins 2000 parrains. C'est le même système qui doit être appliqué pour ce qui concerne les élections départementales. Seulement, le nombre est réduit. Ici, on demande 1,5% d'électeurs par commune constitutive. Est-ce que ça ne semble pas plus compliqué que la présidentielle? Non, ce n'est pas compliqué parce qu'au fond, lorsqu'on jette un regard sur l'arrêté, déjà, il y a la plupart des départements, dans ces départements, le nombre exigé ne dépasse pas 2000. Oui. Et même pour les ça va vous surprendre, mais même pour les communes, il y a dans plus de 300 communes, ce qu'on demande, c'est moins de 100 électeurs. Je me suis même rendu compte qu'il y a des communes où on demande parfois moins de 20 électeurs et même parfois moins de 10 électeurs. Oui. Donc pour dire qu'effectivement, nous avons de petites communes. Et ça pose une autre problématique. Oui. C'est la problématique justement de la rationalisation justement des terroirs en termes justement d'entités viables. Et d'ailleurs, c'était ça l'esprit de la décentralisation. Parce que justement, on avait annoncé qu'il fallait en fait donc avoir des territoires compétitifs et viables, mais il fallait justement que cela passe par justement un redécoupage de notre architecture territoriale. Mais malheureusement, on se trouve avec des communes où justement il n'y a même pas 2000 électeurs. Donc ce qui veut dire que c'est non seulement des communes de petite taille, mais des communes aussi qui peinent justement à impulser leur développement. Donc pour dire simplement que, mais de toute manière, bon, on peut être confiant puisqu'on s'achemine vers des réformes. Oui. On peut espérer que peut-être le prochain dialogue va régler cette question-là comme d'autres questions. Mais est-ce que ce parrainage de liste Ousmane Badiane ne risque pas de freiner beaucoup de candidatures comme ce fut le cas à la présidentielle? Bon, je ne sais pas, mais... Oui, parce qu'ils ne sont pas aussi prêts par rapport à ce qui s'est passé à la présidentielle. Il fallait d'abord en discuter ou même peut-être surseoir au parrainage en attendant d'avoir beaucoup plus d'aperçus sur le parrainage local. Surseoir au parrainage serait la catastrophe. Serait la catastrophe. Pourquoi? Mais serait la catastrophe parce que simplement... ce que j'ai dit, on a vu quand même la tendance à l'inflation des listes. C'est comme si aujourd'hui, pour le Sénégal, il y a une certaine frénésie pour concourir à l'expression du suffrage. D'autant plus que quand même nous sommes avec les derniers mandats du président Macky Sall. Aujourd'hui, partout les gens disent que je veux participer aux élections. Je veux participer. Moi aussi, je veux avoir une part de responsabilité donc, dans la vie. C'est pourquoi s'il n'y a pas le parrainage, ce serait catastrophique. Et le parrainage, pourquoi nous devons vraiment saluer cela? Parce que ça permet l'instauration de conditions acceptables pour les élections. Nous aussi, mettons-nous à la place aussi du ministère de l'Intérieur qui organise et qui se trouve devant d'énormes difficultés. Ce qui s'est passé en 2017, les acteurs ont préféré peut-être se croiser les bras, se laver les mains, et laisser simplement le ministère et peut-être, c'est ça, se débrouiller.
Et on a vu toutes les difficultés. Après, ils se mettent là-bas à tirer à boulet rouge sur le ministère, en critiquant ceci ou cela, on aurait dû faire ceci ou cela, les cartes, ceci ou cela. Alors que peut-être s'ils étaient venus s'impliquer eux-mêmes dans la tâche, peut-être c'est ça, les erreurs seraient amoindries. Nous, il faut qu'on ait quand même une conscience qui nous permette de comprendre que les élections, c'est d'abord avant tout l'affaire des partis. Ce sont eux qui concourent à l'expression du suffrage. Donc, nous devons faciliter la tâche au ministère de l'Intérieur qui organise les élections pour que les choses se passent dans la clarté. Aujourd'hui, je vous dis, si en 2014, on avait 2709 listes, il y a déjà donc quelques années, c'était même pas le contexte différent d'aujourd'hui. Si donc il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de quelque chose de filtre, mais on va se retrouver avec le double des listes qu'on avait en 2014. Mais dans ce cas-là, où est-ce qu'on va aller? D'autant plus qu'Ndiaga a dit que c'est ça, c'est l'État qui prend en charge. Sauf qu'il y a aussi la jurisprudence de la présidentielle pour éviter que toutes les listes soient écartées de la compétition. Il faut d'abord en discuter et trouver un consensus sur le parrainage. Il ne faut pas quand même continuer à l'exiger aux acteurs. Non, nous sommes en train de discuter. C'est inscrit dans le cadre du dialogue. Pourquoi on n'avait pas pu discuter lors de la présidentielle? C'est parce que aussi, à l'époque, on a appelé les gens à discuter. Ils ont refusé de discuter. Ils ont déserté toutes les tables de concertation après la présidentielle. Mais le président Macky Sall a dit qu'il faut que les acteurs se retrouvent autour de la table pour évaluer, corriger et rectifier tout ce qui peut et doit l'être avant la prochaine élection. Mais vous savez, il y a certains partis qui ont dit non, ils ne participent pas. On a mis sur pied un cadre de concertation qu'on appelle le CCPE, cadre de concertation sur le poste électoral dirigé par l'ambassadeur Seydou Nourouba. Il y a certains partis qui ont dit non, ils ne participent pas. On a mis sur pied un cadre pour faire le suivi de l'audit du fichier électoral. Mais il y a certains qui ont dit qu'ils ne participent pas. Jusqu'à la dernière mesure, pour mettre une commission qui regroupe même l'Assemblée nationale et les acteurs politiques pour aller dans certains pays, s'enquérir de l'expérience du parrainage dans certains pays. C'était très important pour s'imprégner. Mais il y a des gens qui ont dit non, ils ne participent pas. Donc tout cela, c'est la politique de la chaise vide. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas cette politique de la chaise vide. Les gens sont venus et que le président a accepté quand même d'appliquer toutes les recommandations qui sortiront des assises. C'est ça, bien? Oui. C'est bien ça. Oui. Donc, ça faisait partie des conditionnalités qui étaient posées par l'opposition. Il a accepté. Peut-être qu'il y aura changement donc, en ce qui concerne le parrainage et même la caution. On va discuter. Remue-Ménage qui reçoit aujourd'hui Ousmane Badiane, chargé des élections à la LD, plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar, Ndiaga Sylla, expert électoral. Le mode de scrutin au local qui pose problème, Ndiaga Sylla, c'est un suffrage indirect qui est décrié un peu partout parce que cela ne reflète pas souvent le choix des électeurs dans les urnes. Que faut-il comprendre pour expliquer un peu aux Sénégalais le suffrage indirect et est-ce qu'il faudrait changer ce mode de scrutin? Oui, il faut dire qu'au Sénégal, nous appliquons pour les élections locales, que ce soit les élections municipales, comme pour les élections départementales, nous appliquons un scrutin de liste, mais qui est un scrutin mixte. Pour ce qui concerne les élections départementales, les 55% des sièges sont affectés au scrutin proportionnel. C'est le fameux Raougadou, où justement pour déterminer le nombre de sièges à obtenir par chaque liste à l'issue du scrutin, ça se fait sur la base d'un quotient électoral. Maintenant, d'autre part, il y a le scrutin majoritaire, auquel on affecte les 45% des sièges qui restent. Maintenant, pour ce qui concerne les élections municipales, d'abord au niveau communal, avant d'en arriver à la ville, c'est le même procédé. À la différence qu'ici, c'est la moitié des sièges qui sont pourvus au niveau proportionnel et l'autre moitié au niveau donc, du scrutin majoritaire. Maintenant, pour la ville, avant l'acte 3, il y avait une liste proportionnelle à la ville et la moitié devait provenir des communes constituées. Mais aujourd'hui, on a supprimé donc cela. Donc tous les conseils de la ville proviennent en fait donc des communes constituées sur la base justement de la répartition justement faite par décret. Alors, c'est ce mode de scrutin-là qui est en fait donc un scrutin donc universel direct parce que ce sont les citoyens électeurs qui votent pour élire les conseillers municipaux
et les conseils départementaux. Ils n'élisent pas les maires. Non, ils n'élisent ni les membres du bureau du conseil départemental, ni justement le maire et ses adjoints. Alors, le maire ou ce qu'on appelle les exécutifs justement territoriaux, ils sont élus au suffrage universel indirect. À l'issue justement des élections, on installe l'ensemble des conseils justement des conseils municipaux d'une part et d'autre part des conseils départementaux. Alors c'est le jour de l'installation du conseil municipal qu'on procède à l'élection du maire et de ses adjoints par maintenant les conseillers eux-mêmes. Donc c'est en cela que justement il s'agit d'un scrutin au second degré, c'est-à-dire un scrutin universel indirect. Maintenant, c'est vrai que depuis quelque temps, certains agitent l'idée de permettre, pour ne pas fausser en fait donc la volonté du citoyen, qui peut-être en votant pour une liste ne sait pas a priori qui va devenir le maire ou celui qui va devenir le président du conseil départemental. C'est pourquoi certains préconisent justement la possibilité d'élire directement le maire au suffrage universel direct, de même que justement le président du conseil départemental. Nous-mêmes, dans le cadre justement d'une étude que nous avons bouclée avec l'ONG 3D, qui ne manquera pas certainement cette semaine de présenter, c'est un recueil de contributions citoyennes qui revient sur le parrainage, la simplification du système de parrainage, le mode d'élection, le système partisan, financement des partis, etc. Sur ce point, nous avons fait justement une étude comparative en faisant appel aux modèles qui existent dans le monde. Nous savons que, par exemple, en Amérique latine, la plupart des pays appliquent justement ce système-là. Ce système est en cours partiellement, par exemple, aux États-Unis, en Australie. Mais nous savons aussi qu'en Afrique, il y a un certain nombre de pays qui l'appliquent, dont le Mozambique, l'Ouganda. Pour nous, en fait, l'essentiel, c'est justement, à partir de plusieurs options, de voir est-ce que c'est simplement le maire qui sera élu, lui seul au suffrage universel direct, sans les adjoints, qui seront en fait donc élus selon l'ancien système, ou bien est-ce que c'est les deux? Dans tous les cas, quelle que soit l'option, il y a en fait donc un certain nombre de mesures à prendre. Par exemple, aujourd'hui, si c'est le maire et les adjoints qui sont en même temps élus au suffrage universel, il va falloir déterminer comment les adjoints en fait donc sont choisis. Est-ce que la liste qui remporte tous les sièges va rafler l'ensemble des postes d'adjoints ou bien est-ce que ça va se faire sur la base justement du nombre de suffrages obtenus? Nous avons fait des propositions en ce sens et même en cas de vacances de pouvoir. Parce que nous pensons que lorsque le maire, de même que ses adjoints, sont élus concomitamment au suffrage universel direct, donc en cas par exemple de vacances, de démission d'empêchement définitif ou de décès du maire, il semble beaucoup plus judicieux que justement que le premier adjoint puisse devenir maire et que le deuxième adjoint, chaque adjoint puisse avancer 2 rangs parce qu'ils ont déjà été élus justement par les citoyens au suffrage universel direct. Maintenant, il va falloir continuer la réflexion, même pour ce qui concerne l'élection départementale. Nous avons opté d'une part pour l'élection du président et le reste du bureau, c'est-à-dire les 2 vice-présidents et les secrétaires au suffrage universel direct, selon un peu le même modèle pour les élections municipales. Et il va falloir justement pour la première fois, parce que malheureusement le Sénégal, Ousmane le sait, on ne prévoit pas la photo sur le bulletin. Mais en fait, il va falloir, lorsqu'on opte pour justement l'élection du maire ou du président du conseil départemental au suffrage universel direct, il va falloir qu'il soit identifié quand même par les électeurs. Oui. Donc pour dire simplement qu'il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Et je pense que aussi, il ne s'agira pas simplement d'envisager l'élection justement des exécutifs locaux. Mais il va falloir aussi revoir le mode d'élection. Parce qu'il ne me semble pas aujourd'hui, par rapport à notre système de liste, qu'il y ait un lien fort entre l'élu en fait, donc, et les populations. On aurait pu envisager la possibilité de mettre en place des conseils de quartier, comme ça, les conseils soient issus directement en fait, donc, des quartiers à partir en fait, donc, d'un découpage administratif cohérent. Moi, électrice qui veut choisir Ndiaga Sylla comme mon maire, je mets le bulletin dans l'urne et je ne suis pas sûre de pouvoir en retour choisir Ndiaga Sylla comme maire. Est-ce que donc il faut impérativement Badiane changer le mode de scrutin des locales? En tout cas, aujourd'hui, la plupart des maires et des élus, de façon générale, quand même pensent que le moment est venu de changer le mode d'élection. Oui. Que Ndiaga a bien expliqué. Parce que nous avons un scrutin de liste. Certains citoyens
considèrent qu'il y a une sorte de supercherie, puisque eux, en allant voter, par exemple, ils pensaient que la tête de liste serait le maire. Et ils votent pour cette tête de liste. Mais après, ils se rendent compte qu'au fond, ce n'est pas lui qui est l'élu. Parce que c'est le conseil municipal qui se réunit en deuxième instance pour élire le maire. C'est injuste. Et là, on voit que bon, il y a des candidats en embuscade. Absolument. Il y a des candidats en embuscade. Et avec les tractations, les manipulations, même la corruption, tout ça, cela fait que finalement, on peut sortir même parfois un maire, candidat maire, que les populations ne reconnaissent pas du tout. C'est pourquoi je crois que si on arrive à le faire, je crois que ce serait une bonne chose. Comme ça, dès le début, l'électeur va savoir pour qui il va voter. Pour quel maire, en tout cas pour quelle personnalité. Puisque quand même nous sommes ici dans le domaine du niveau local, ce n'est pas seulement le responsable politique qui est le mieux placé, c'est ça, pour diriger, c'est ça, le territoire. Il y a des gens qui ne sont pas des hommes politiques, disons, habituels, quoi. Mais quand même qui ont une bonne base sociale, qui sont bien vus dans leur territoire, qui sont appréciés par les populations et qui peuvent quand même être à la tête de ces exécutifs-là. C'est pourquoi je crois que ce serait très bien. De toute façon, c'est inscrit à l'ordre du jour du dialogue. On n'est pas encore arrivé à ce point-là. Absolument. Et il y a plusieurs options qui se posent, puisque ce n'est pas seulement le maire, ça concerne aussi le plan du conseil départemental. C'est pourquoi on parle des exécutifs territoriaux. Voilà. Mais il va falloir maintenant réaménager notre système pour faire en sorte aussi que les conseillers municipaux ou départementaux aussi puissent être élus aussi dans des conditions très claires, puisque eux aussi un rôle important à jouer dans le domaine de la collégialité, dans le domaine du partage des responsabilités, pour que le maire ne soit pas seulement un singleton sans aucune base réelle. Il faut quand même qu'il soit encadré. Voilà. Alors, mais je pense que moi, je suis favorable à ça. Absolument. Maintenant, on n'est pas encore arrivé à ça, puisque les concertations, les discussions, il faut quand même qu'on y arrive très rapidement si on veut que les élections se tiennent. Parce que c'est un grand problème. Absolument. Aujourd'hui, Ndiaga Sylla, est-ce que tout le monde peut se lever pour dire que je veux être maire, ou bien il y a des critères? Il y a le strict minimum pour pouvoir être maire. Bon, je pense que déjà, il y a, avant même le code électoral, il y a la Constitution, justement, qui précise en son article 3 d'abord le droit de suffrage, qui est électeur, et ensuite avant de renvoyer à la loi. Cette disposition dit que est électeur tout Sénégalais âgé de 18 ans révolus, jouissant de ses droits civils et politiques, est électeur et peut aussi, dans certaines conditions, être candidat. Mais pour ce qui concerne les élections locales, la majorité d'abord électorale, c'est 18 ans. Et pour être aussi conseiller, il faut avoir 18 ans. Donc on peut bien être élu, sous réserve maintenant d'un certain nombre de cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité, parfois liés même à la fonction. Par exemple, il y a les chefs de service, par exemple des agences publiques, ne peuvent pas justement être candidats dans la circonscription où ils officient. Il y a d'autres fonctions aussi qui sont incompatibles avec la fonction donc, de la charge de conseiller. Et ça me pousse d'ailleurs à dire aussi qu'il va falloir envisager aussi, approfondir la réflexion et aller vers la limitation du cumul des mandats. Parce que pour moi, il n'est pas acceptable qu'on puisse surtout cumuler les membres de bureau du conseil municipal ou du conseil départemental à celui, par exemple, du membre du bureau de l'Assemblée nationale ou d'une autre institution nationale. De la même manière aussi, il va falloir, comme on a limité le nombre de mandats consécutifs du président à 2, il va falloir aussi penser, parce que je connais des gens qui sont depuis 30 ans conseillers municipaux, où je pense qu'il est temps aussi de limiter au niveau local, au moins le nombre de mandats consécutifs, justement à 2 ou à 3. Maintenant, je voudrais revenir, parce qu'en fait, doyen Ibrahima, là où je suis, Ousmane, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur en fait la supposée pléthore de listes aux élections locales. Moi, je considère que nous ne pouvons pas, dans un pays où on a 557 communes, se retrouver avec 2000 listes et dire qu'il y a une pléthore de listes. Parce que faisons la moyenne. C'est-à-dire que quand on multiplie le nombre de communes par 5, c'est-à-dire que dans chaque commune, s'il y a 5 listes de candidats, mais on est à 2700. Donc, ce qui veut dire que, pour moi, jusqu'à 4000 listes, c'est quand même raisonnable.
qu'on puisse justement trouver en moyenne dans chaque commune 5 à 10 listes. Parce qu'il s'agit en fait encore une fois d'élections. 4 000 listes, c'est quand même trop. Non, 4 000 listes. Oui. Mais si on fait le ratio par commune, mais ça va faire moins de 10 listes justement par commune. Et ça quand même c'est raisonnable. Alors, moi, surtout dans un pays où le ministre l'a annoncé la dernière fois, le Sénégal est à 314 partis politiques. Et quelqu'un qui n'a aucune culture des questions des collectivités territoriales, quelqu'un qui n'a aucune notion des questions de décentralisation, est-ce que ce quelqu'un-là peut aspirer à être maire? C'est la question que je voulais poser. La seule contrainte prévue par le Code général des collectivités territoriales, parce qu'en fait c'est le Code électoral qui régit les modalités d'élection des conseillers, mais une fois les conseillers sont élus, le mode d'élection des membres du bureau, comme le fonctionnement, est régi par le Code général des collectivités territoriales. Maintenant, la seule obligation pour le maire, c'est de savoir lire et écrire. Avant, c'était dans la langue officielle, mais finalement, on a modifié. C'était la première modification d'ailleurs à la suite de l'adoption de la loi en décembre 2013. On a dit maintenant, il faut savoir lire et écrire. C'est-à-dire que ça peut être aussi on est alphabétisé dans d'autres langues, y compris donc les langues nationales. C'est la seule exigence. Mais je pense que moi, à ce niveau, ça ne me pose pas de problème. Parce que nous connaissons ici, dans ce pays, des gens qui n'ont jamais été à l'université, qui n'ont jamais été à l'école moderne, mais qui parviennent à gérer leur entreprise, qui parviennent à promouvoir le développement de leur collectivité, d'autant plus d'ailleurs que l'essentiel, c'est justement d'avoir la légitimité et peut-être de s'entourer justement de ressources humaines compétentes au sein justement de la collectivité comme ailleurs, et de savoir juger aussi, user aussi justement des opportunités qu'offre la décentralisation. Ma conviction est qu'il y a tellement d'opportunités, mais malheureusement les élus n'en usent pas, les conseils n'en usent pas. Aujourd'hui, il y a l'intercommunalité, il y a la mutualisation, il y a comment dire, quel est encore le terme, la coopération décentralisée, qui permet justement de nouer un partenariat avec les collectivités territoriales du pays, comme aussi celles de l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir renforcer en fait donc les compétences, mais surtout aussi assurer en fait donc l'autonomie financière justement des collectivités territoriales. Alors, Ousmane Badiane, tous ces sujets que nous venons d'évoquer sont au cœur du dialogue politique, mais rien n'a encore été décidé par les acteurs. Est-ce que cela veut dire que les locales du 1er décembre pourraient ne pas se tenir à date issue? Oui, les locales pourraient ne pas se tenir à date issue si on tient compte du fait que les concertations n'ont pas encore engagé la discussion sur l'organisation des locales. Et il paraît même que c'est la majorité qui a demandé le report des locales du 1er décembre au sein même du dialogue politique. La majorité a posé un certain nombre de difficultés pour la tenue des locales à date issue. Quelles sont ces difficultés? Ces difficultés, d'abord, il faut comprendre, Binta, il y a le cadre chargé du dialogue politique. Ce cadre-là est installé depuis le 31 mai 2019 par le ministre de l'Intérieur. La dernière réunion a eu lieu le 4 juillet, donc il y a quelques jours. Ça fait 1 mois, 4 jours. 1 mois, 4 jours, c'est 34 jours. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore abordé le fond, les termes de référence sur lesquels nous devons discuter pour trouver des solutions aux termes de référence. On n'a pas encore engagé le fond. Vous avez pris 1 mois pour discuter. 1 mois, 4 jours. Oui, pour discuter, vous avez discuté de quoi? Des termes de référence. Oui. Il y a des termes de référence. 1 mois. Les termes de référence sont élaborés après plusieurs difficultés, mais quand même on les a élaborés. Oui. Et là, il faut vraiment féliciter tous les acteurs, puisqu'il y a eu vraiment la bonne volonté, puisque le cadre est dirigé par une commission cellulaire très compétente avec le général Niang, les 2 professeurs Kanté et Aliou Sall et Mazid Ndiaye, vraiment qui sont des hommes de très, très, très grande qualité. L'opposition est là-bas, la majorité, les non-alignés, la société civile, la Sénat, toutes les institutions sont là-bas. Difficultés pour que l'élection c'est simplement pour vous dire, pour vous dire, on n'a pas encore abordé la discussion de fond des termes de référence. Mais ça veut dire que aujourd'hui, on est peut-être à moins de 5 mois des élections. Si à 5 mois des élections, on ne règle pas ces questions-là qui sont très nombreuses dans les termes de référence, mais ça veut dire qu'on sera obligé de reporter les élections. Parce que les élections, pour les organiser aussi, il faut aussi un certain nombre de conditions. Moi, sur la base de mon expérience, j'ai mon chronogramme des élections. Dans ce chronogramme des opérations électorales, j'ai recensé
45 opérations qu'il faut faire pour une élection locale. 45 opérations qui se suivent les unes les autres. Donc, vous voyez déjà comment c'est contraignant. La première opération, c'est la révision des listes électorales. La dernière opération, c'est pratiquement le suivi du déroulement du scrutin. Donc, vous voyez déjà le problème que ça pose. Et les questions qui sont posées dans les thèmes de référence ne sont pas des questions simples. Le problème, on ne sait pas encore au niveau du premier terme de référence, du premier thème. C'est le processus électoral. On a dit le processus, l'évaluation du processus électoral, l'audit du fichier, ensuite les élections locales. Mais jusqu'ici, on n'arrive pas à s'entendre sur quel sous-thème du processus électoral il faut commencer la discussion pour le premier point. On ne l'a pas encore abordé. Et c'est très compliqué. Donc, on va tout droit vers... en tout cas, si on ne fait pas attention, c'est ça qui risque de se faire. Ou à moins que ça soit peut-être des élections scandaleusement organisées. Et après, nous tous, nous serons responsables. Le calendrier républicain est en train d'être encore une fois modifié. Est-ce que vous êtes pour le report au vu de tout ce qu'il a évoqué comme problème? Bon, je pense que par principe, on ne peut pas être pour le report des élections. Parce que dans une démocratie, les élections aussi doivent se tenir à date échue. Oui. Mais si en réalité, c'est à travers un consensus obtenu dans le cadre justement d'un dialogue politique qui a justement comme conséquence des réformes majeures sur notre système électoral, je pense que on ne peut pas, ce ne serait pas insensé. Sauf que maintenant, ce ne serait pas aussi plutôt une première, parce que depuis pratiquement 30 ans, les élections locales ne se sont jamais tenues à date échue. Mais je pense qu'aujourd'hui, contrairement à Ousmane, je pense que si, en fait, s'il n'y a pas de consensus, si le dialogue se poursuit à ce rythme-là, le ministère va devoir obliger justement d'organiser les élections avec le système actuel. Sauf que c'est la majorité qui a demandé à ce que l'élection soit reportée. C'est la majorité qui n'est pas prête peut-être. Non, en fait, moi j'ai une conviction sur cette question. Moi je sais, ma conviction est que aucun camp aujourd'hui ne veut prendre l'initiative du report, même si en fait ils savent que c'est un report qui logiquement devrait s'imposer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vouloir, justement des réformes sur le parrainage. On ne peut pas vouloir des réformes sur le modèle de gestion électorale. C'est-à-dire qu'est-ce qui va gérer, organiser les élections, qui va superviser, etc. Sur d'autres points, sur le mode d'élection des exécutifs territoriaux, etc. Sur d'autres questions. Et alors qu'on n'a pas encore entamé le dialogue, Ousmane vient de le dire, en fait, jusque-là, depuis un mois, on est dans les préliminaires. Oui. Alors qu'on aurait pu, justement, dès l'entame, s'accorder sur la nécessité ou non de décaler. Parce qu'il s'agit pas pour moi, il s'agit d'un décalage. Oui. Parce que quand même, lorsque les conseillers, ceux qui sont élus pour un mandat de 5 ans, en ont déjà fait plus, je pense qu'on ne peut pas reporter les élections pour 1 an. L'essentiel, c'est de le faire juste le temps de parfaire, en fait, donc, les réformes. Pour moi, les acteurs pourraient s'accorder. Normalement, le délai, c'est le 1er décembre. Mais aujourd'hui, Ousmane a évoqué un préalable essentiel qui n'est pas encore rempli. La dernière fois, d'ailleurs, je l'évoquais, c'est la nécessité de faire la révision exceptionnelle des listes qui est devenue non pas une faculté, mais une obligation depuis 2005. Absolument. Et d'ailleurs, Ousmane, on s'est battu en 2005 pour que la révision exceptionnelle des listes électorales, qui était facultative, devienne justement obligatoire en année électorale, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Il y a justement les primo. Et aujourd'hui, sur la base des indications de l'ANSD, en réalité, chaque année, il y a près de 200 000 Sénégalais qui atteignent la majorité électorale. Absolument. Sans compter que pour participer aux élections locales, il faut être inscrit dans la collectivité territoriale. Donc, il y a des Sénégalais qui souhaiteraient changer leur adresse électorale. Oui. Le deuxième élément, le ministre était obligé de prendre l'arrêté portant sur le parrainage, le nombre de parrains requis, mais ça s'est fait sur la base du fichier actuel, alors que normalement, on devrait justement consolider en fait donc le fichier après la révision des listes électorales. Moi, je voudrais dire que la majorité est prête. Oui. Si c'était demain, la majorité est prête à aller aux élections. Oui, mais aux élections, il faut que les conditions soient remplies. Absolument. La majorité n'est pas d'accord pour qu'on organise des élections catastrophiques ou après-demain, ça va se déteindre. Merci. Je voudrais profiter ici vraiment pour rendre hommage aussi au cadre du dialogue politique. Oui. C'est un travail très important qui a été fait. On s'est réunis les mardis et les jeudis. Oui.
il y a la bonne volonté des uns et des autres, il y a vraiment une excellente atmosphère, mais c'est le rythme d'avancement qui n'est pas facile puisque les questions qu'on discute ne sont pas des questions simples. Merci à nos invités, Ousmane Badiane, chargé des élections à la LD, il est également le plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar, Ndiaga Sylla, expert électoral. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît, adieu.